Anthony, bonjour. Alors, je te remercie déjà d'être venu t'entretenir avec moi. Alors, si j'ai souhaité qu'on s'entretienne tous les deux, c'est qu'on est collègues déjà, on se met à plusieurs casquettes. Tu es enseignant en collège, je crois, de mémoire, lycée. En lycée. En lycée, pardon. Formateur, mais tu es aussi essayiste. Si j'ai voulu qu'on s'entretienne tous les deux, c'est parce que aussi tu as écrit un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle L'école du futur, donc je l'ai ici, La fraternité pour Horizon. Donc je l'ai lu avec attention, ça m'a permis de te découvrir et puis de voir un petit peu ta conception de l'école, enfin l'idée finalement que tu as de l'école. Donc tu prônes finalement, tu défends, tu aimerais que l'école soit un petit peu plus juste, un petit peu moins individualiste et qu'il y ait un petit peu plus de fraternité. Alors toi tu parles de fraternité, moi je parle de care, mais finalement je crois qu'on parle un petit peu de la même chose. Et dans ce podcast, j'ai à cœur de mettre en avant des pratiques, des collègues, enfin des personnes qui ont des pratiques qui s'inscrivent dans le care, c'est-à-dire des pratiques qui prennent soin du monde. Grosso modo, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ce que je te propose pour commencer, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Donc tu es professeur agrégé d'EPS, donc tu interviens en lycée, puis revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles tu as fait ce métier. On va peut-être commencer par ça, puis petit à petit, on va parler de ton livre et de l'école. Avec plaisir. Ça te va comme ça me programme va, oui. Et puis je te remercie du coup de ton invitation. Eh bien écoute, c'est partagé pour le coup, c'est partagé. Donc si tu le veux bien, on revient un petit peu sur ton parcours. Tu as toujours voulu professeur d'EPS, ça vient d'où? Enfin, qu'est-ce qui fait que... À la base, c'est une passion plutôt pour l'activité physique. Du coup, mes études m'ont amené à la fac de sport, en STAPS. Et c'est là que j'ai découvert après l'enseignement. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus passionné d'enseignement et de transmission et de faire grandir les élèves que d'activité physique, qui est plus un moyen maintenant pour moi. Et dans mon parcours, j'étais très vite avec des élèves, j'étais en lycée professionnel, donc avec des élèves fragilisés socialement, scolairement. Donc je pense que c'est ce qui m'a un peu vite défini et marqué professionnellement. Avec des élèves par exemple qui étaient orphelins, qui venaient d'autres pays, qui ne maîtrisaient pas la langue, qui avaient vécu des fois des atrocités. Donc d'emblée ça modifie la façon de voir le métier forcément. Et c'est aussi pour faire le rapport avec le care, puisque c'est des élèves desquels il faut prendre soin, forcément, nécessairement. On ne peut pas enseigner de but en blanc comme ça. Donc, excuse-moi, je t'ai... Pas de souci. Non, je voulais continuer sur mon parcours. Vas-y. Et puis, voilà, beaucoup en lycée professionnel. Après, j'ai été nommé en lycée général. Et puis, depuis 6 ou 7 ans, je suis à l'INSPE, donc je participe à la formation d'enseignants en premier degré, donc des professeurs des écoles ou de second degré. Et puis, comme tu as dit, je suis essayiste, c'est-à-dire que oui, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, de choses que j'ai besoin d'écrire, j'écris beaucoup, et donc voilà, ça prend la forme des fois d'ouvrages. Un sur l'évaluation, les pratiques d'évaluation, la note, et puis ce dernier ouvrage là sur l'école du futur, et comme tu as dit, la fraternité pour Horizon, c'est-à-dire que je trouve que l'école est très individualiste, au sens où on met en compétition les élèves un peu les uns contre les autres, avec notamment la note, et où chacun apprend pour lui-même, par lui-même, ce que je trouve dommageable et contradictoire avec les valeurs de la République, et toute cette notion de fraternité qui est affichée partout, et qu'en fait, on ne travaille pas, on ne traite pas, on la décrète, on en parle, mais voilà, je trouve qu'on ne fait pas grand-chose pour que la fraternité se développe, et le care repose, enfin, c'est pas une notion que j'ai moi travaillée, mais je pense qu'on va échanger là-dessus. Bien sûr. Mais je pense que la fraternité, c'est aussi une certaine forme d'altruisme, et le care repose aussi sur cet altruisme. Ok. Si tu le veux bien, alors je t'ai acheté ton livre pour le lire, pour pouvoir finalement construire l'entretien là, qui va être le nôtre. Et tu m'as fait une petite dédicace en fait au début, qui m'a touché. Et donc je vais reprendre un petit peu, si tu le veux bien, ce que tu m'as écrit. Tu m'as écrit « Tout se joue finalement dans le rapport à l'autre, autant du côté de celui qui donne que celui qui reçoit. » Pourquoi tu m'as écrit ça finalement ?
Ce qui est important finalement pour toi, c'est le rapport, c'est ça, c'est la relation, bien plus que l'activité en tant que telle. C'est de ça dont il est question. Oui, je pense que ça nous définit, quoi. L'être humain, il est éminemment social. Et voilà, sans l'autre, enfin, aucun être humain ne pourrait subsister seul. C'est presque anthropologique, quoi. Et c'est même ce qui nous définit en tant qu'espèce. Quand on vient au monde, on est complètement immature, on ne pourrait pas survivre longtemps sans cet altruisme de notre cocon familial autour de nous. Et je pense que ça nous définit. Et dans le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est construit, dans nos sociétés occidentales, capitalistes, libéralistes, on est vraiment dans cette idée de que l'homme est un loup pour l'homme, de compétition, la philosophie de Hobbes. C'est vraiment ce qui construit nos sociétés. Et je pense que la plupart des gens sont convaincus de ça. On doit être en compétition les uns contre les autres pour tirer le meilleur de nous-mêmes. Et donc ce mode de relation à l'autre, il est relativement nocif. Et on parle souvent de darwinisme social, sauf que Darwin, il avait mis en avant les deux facettes. C'est-à-dire que oui, l'être humain, l'espèce humaine progresse parce qu'elle est en compétition quelque part, mais aussi parce qu'elle coopère. Et la science montre, globalement, récemment, par tout un tas de scientifiques, que justement, le principal ressort, c'est plutôt la coopération, c'est ce qui nous fait progresser comme espèce, qui nous définit. Donc je pense que ça nous définit, cette coopération, et c'est donc un rapport à l'autre où donner, recevoir, c'est vertueux et c'est... Je vais y revenir, effectivement, j'ai vu 2-3 passages là-dessus. Tu fais référence notamment à une étude chez les petits-enfants, 14-18 mois, je crois que c'est Thomas Sello, qui montre qu'effectivement, c'est des situations expérimentales où il y a un enfant qui joue, il est petit, donc il a entre 14 et 18 mois, et puis il y a un expérimentateur, il y a le parent qui n'est pas très loin finalement pour sécuriser l'enfant, et donc l'expérimentateur, il simule une difficulté. Ce qu'on observe effectivement, c'est que dans les 3/4 des cas, les enfants se lèvent dès qu'ils voient l'adulte qui se trouve en difficulté, ce qui laisse penser effectivement que peut-être que la nature humaine, elle est bonne, comme le disait finalement Rousseau, et que l'homme n'est pas un loup pour l'homme. Mais ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus. Donc, revenons d'abord sur la finalité de l'école pour toi. C'est quoi? Tout à l'heure, tu en as dit 2-3 mots. C'est pas l'EPS qui compte, t'es prof d'EPS finalement, mais toi, c'est pas ça qui est fondamental? C'est pas l'activité en tant que telle? Je pourrais prendre l'exemple de l'EPS, mais aussi des maths, du français. C'est quoi ça devrait être quoi finalement pour toi la finalité de l'école? Est-ce que c'est le savoir en tant que tel, disciplinaire, ou c'est autre chose? Pour moi, d'ailleurs je commence le livre un peu sur un aspect historique, c'est l'école de la République, telle qu'elle a été fondée fin 19e, début 20e, et c'est donc la transmission des valeurs de base de la République pour que les élèves deviennent des vrais citoyens et que la République et la démocratie perdurent. Et on voit que dans le monde, elle est en danger dans certains pays où on pensait que la démocratie était bien installée. Donc pour moi, la finalité première, c'est former des citoyens et pérenniser la démocratie. Et après, toutes les disciplines et tous les savoirs qu'on transmet sont des outils et des moyens pour former ces citoyens, pour des gens éclairés qui savent penser par eux-mêmes. Mais la difficulté, je trouve, c'est qu'avec notre fonctionnement cloisonné disciplinaire, le savoir disciplinaire devient un moyen en soi, et on oublie cet horizon. Le savoir disciplinaire ne devient pas un moyen, devient une fin une en finalité soi. en soi. Finalité voilà. en soi. Et voilà, c'est un petit peu moi ce que je regrette. Et donc pour moi, la finalité première de l'école, dans cette transmission de valeurs, et on a un peu tendance à penser en France que ça va de soi, que ça découle de soi, et que voilà, les enfants vont être libres, que l'égalité entre les hommes, que la fraternité va s'installer simplement parce qu'ils vont être cultivés à avoir des savoirs. Sauf que moi j'ai été très marqué par la lecture de Freinet, Célestin Freinet, qui est un grand pédagogue, qui a connu la guerre, les atrocités, et qui lui-même, comme d'autres pédagogues, ont été marqués de voir que des gens extrêmement instruits, comme l'étaient certains dignitaires nazis, malgré ce niveau d'instruction, étaient capables de faire des choses atroces. Et donc il en tirait comme conclusion, et moi avec lui, que le savoir ne suffit pas. Et il n'y a pas que ça. Et être grand en tant qu'être humain, c'est pas qu'être sachant ou savant, c'est aussi avoir des valeurs qui rejoignent le Caire. Voilà. C'est la raison pour
pour laquelle finalement tu mets la fraternité en premier, c'est ça? Parce qu'il y a 3 valeurs entre guillemets républicaines, mais toi tu mets l'accent finalement sur la fraternité, c'est ça? Exactement. En m'appuyant sur Morin, Edgar Morin, qui le dit depuis très longtemps. Tu pourrais le définir, histoire qu'on parle finalement de la même chose. C'est quoi? Qu'est-ce que la fraternité pour toi? C'est comment tu... La fraternité, c'est le contraire du communautarisme, ou même le contraire de la solidarité. C'est-à-dire que la solidarité, souvent, c'est être solidaire, mais on n'est pas solidaire de tout, c'est être solidaire avec des gens proches de soi, sa famille ou ses amis. Et ça peut tourner très vite au communautarisme. C'est-à-dire qu'on va tracer des frontières entre ceux avec qui on est solidaire, ceux avec qui on est proche, ceux qu'on aime bien, ceux qu'on veut aider ou être aidé par eux. Et donc, de l'autre côté de la frontière, nécessairement, il y a ceux qui sont à l'extérieur de ce cercle, quoi. Et la fraternité, c'est l'idée d'élargir le plus loin possible ce cercle et de se sentir frère ou en proximité avec le plus grand nombre de personnes. Et c'est Mathieu Ricard qui dit que pour lui, la fraternité, justement, c'est un sentiment d'appartenance à une large communauté, celle des hommes, voire celle du vivant. On est dans un monde, aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'écologie, de prendre soin de notre planète, et pour Mathieu Ricard, c'est l'horizon, puisque c'est forcément un horizon, c'est d'inclure le plus possible, le plus grand cercle possible dans son cercle affinitaire ou fraternel, en sachant qu'il n'y a pas les gentils et les méchants, et que c'est pas je suis fraternel, je ne suis pas, c'est qu'on peut même à un moment donné être en difficulté personnelle, être dans une phase où on va se recentrer sur soi ou se rapetisser sur soi et être en méfiance vis-à-vis des autres. Et puis à un autre moment de sa vie, on sera mieux. C'est quelque chose qui est très fluctuant, quoi. Donc c'est complexe, quoi. C'est ça qui m'a plu finalement dans ton livre, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on s'entretienne aujourd'hui, c'est que le Care, c'est ça, c'est une invitation finalement à prendre soin du lien avec la nature, du lien des hommes entre eux, mais au-delà des frontières finalement, dans la mesure où on est tous vulnérables et interdépendants. L'idée du Care, c'est c'est de prendre soin, pas forcément que de son cercle proche, et d'aller au-delà. Et puis là, c'est Edgar Morin qui disait qu'il faut qu'on sorte un petit peu de la barbarie de l'esprit. C'est considérer finalement que chez l'autre, il y a toujours quelque chose. C'est pas noir ou blanc, quoi. C'est pas il y a d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. C'est de considérer qu'on fait tous partie de la même du genre humain finalement. Le sort il est commun, qu'on le veuille ou non. Et donc quand j'ai lu ton livre, je l'ai vu, ça, je l'ai perçu. C'est-à-dire que la fraternité finalement que tu défends, c'est pas que la famille, c'est pas que les amis, c'est se soucier finalement de celui qui est différent, enfin de tout le monde finalement. On n'a pas le choix. Enfin, je crois qu'on n'a pas le choix. Je peux rebondir? Bien sûr. Très rapidement. Bien sûr. Parce qu'en classe, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement, c'est-à-dire que les élèves fonctionnent par petits cercles affinitaires, d'autant plus à l'adolescence, comme les adultes, construit son identité, et les adultes aussi. Mais c'est vrai que la classe, c'est une petite micro-société. On a tous été en classe, donc si on recherche dans ses souvenirs, si on est plus âgé, on se rappelle bien de cette idée de cercle. Et donc, si à l'école, on n'apprend pas aux élèves à un moment donné à s'ouvrir aux autres, à essayer de travailler avec d'autres, à prendre en compte les autres, si on ne le fait pas là, quand est-ce qu'on le fera? Peut-être jamais, si ce n'est pas fait au niveau parental. Donc l'école se soucie assez peu de ça, c'est peut-être certains enseignants le font parce qu'ils y sont sensibles, mais c'est vrai que dans la structure même de l'école telle qu'elle est faite, ou dans les programmes, c'est quelque chose qui est assez absent, qui rentre un petit peu avec les compétences psychosociales qui rentrent actuellement dans les programmes, mais c'est tellement frais qu'il est dur de savoir ce que ça va donner. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment, moi c'est ce décalage entre ce qui est affiché sur les frontons des mairies, ou les discours qu'on a, ou dans les projets d'établissement, dans les projets pédagogiques, on a des grandes intentions de vivre ensemble, etc. Et d'un autre côté, en pratique concrètement, ce qu'on met en œuvre. Pour moi, il y a une schizophrénie. Et c'est pas du tout jeter la pierre aux enseignants. On n'y peut rien. Enfin, on n'y peut rien. Ils peuvent tous un petit peu quelque chose, mais c'est un effet de système, et l'école, elle est organisée d'une manière où c'est difficile justement de fonctionner autrement et de développer cette fraternité. Si je résumer,
qu'on soit d'accord. Finalement, toi, ce que j'ai compris, donc, ton livre, le titre, donc, c'est l'école du futur. Toi, tu prônes, tu défends l'idée qu'il faut mettre la fraternité en avant. Enfin, en tout cas, c'est peut-être la finalité de l'école, c'est ça, le vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble. Donc, c'est la relation, finalement, c'est le lien qui importe le plus. C'est que le PS, les mathématiques, le français devraient être au service du lien ou de la relation et non pas l'inverse. Tu vois, je sais que tu aimes bien Philippe Mérieux, et Philippe Mérieux aime bien Albert Jacquard. Et Albert Jacquard, ce qu'il dit, moi j'adhère à fond à cette philosophie-là, il dit que ce qui doit être premier, c'est la relation, notamment parce que je suis ce que je suis capable d'échanger avec les autres. Tu vois. Et lui, ce qu'il raconte, c'est un petit peu ce que tu disais au début, c'est que la relation, elle est première. Quand un enfant il arrive au monde, il n'a pas besoin de savoir compter, il n'a pas envie de maths, il n'a pas envie de français, mais par contre, il a envie d'être en relation. Enfin, il n'a pas le choix, il meurt sinon. Donc le besoin de relation, il est présent chez tous les humains. Et c'est la raison pour laquelle Jacquard, il considère que peut-être que c'est un levier puissant, la relation, finalement. Et peut-être que c'est la finalité de l'école. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait peut-être essayer, il y en a qui le font, essayer de renverser un petit peu l'ordre des choses, et que ce qui importe, c'est pas le PS, c'est pas le français, c'est les maths, c'est les relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ou proposer des apprentissages de moindre qualité, mais que ça doit être au service des relations. Et parce que c'est ce qui nous unit, on a tous besoin de relations. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple comment dire ? Alors, tu prenais l'exemple des enfants qui vont... on parlait de la nature humaine est bonne, ouais. On a besoin de relations, puis quand on observe les comportements des petits, on s'aperçoit qu'ils sont fraternels, il y a une sorte d'altruisme chimiquement pur. Sans qu'on leur demande, ils vont aider un adulte qui se trouve en difficulté. Et il y en a même un autre, c'est un anthropologue, j'avais lu ça, il s'appelle David Graeber, qui dit que la relation, enfin le care ou la fraternité, c'est un lien natif entre les hommes. Parce que tous les enfants du monde, quand on arrive au monde, tous les enfants du monde, quelle que soit la culture, ils font l'expérience du soin en fait. Quand un enfant arrive au monde, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Donc il apprend au miroir, il y a peut-être un effet de miroir, on n'a pas besoin de lui apprendre, il le voit, ce qu'il voit en premier quand il arrive au monde, c'est la fraternité, c'est le care, et peut-être que ça c'est un levier puissant sur lequel les profs pourraient s'appuyer dans toutes les classes finalement du monde, bien plus que les maths, que le français, que le PS, le goût pour le PS, les maths et le français, c'est une construction, c'est pas là dès le départ, quoi. Donc je sais plus, là je suis en train de me perdre. J'ai envie de rebondir sur pas mal de choses. Vas-y, rebondis. Sur toutes les expérimentations, sur le fait que l'être humain est altruiste, il y a un psychologue américain, Batson, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et au final, quand tu dis c'est en nous, tout petit on prend soin de nous, donc on apprend par miroir. Oui. Lui, il a montré aussi que c'est une source de bien-être énorme, c'est-à-dire que les personnes qui prennent soin des autres, et qui peuvent le faire dans de bonnes conditions, je pense aux soignants par exemple, qui ne peuvent pas toujours le faire dans de bonnes conditions, mais quand on peut le faire dans de bonnes conditions, c'est source de bien-être. C'est tellement en nous que prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi, parce que ça nous fait du bien, je pense que c'est vraiment en nous. Et en même temps, c'est vrai qu'on a aussi des côtés sombres, l'homme est capable aussi de faire des choses horribles. En fait, on a un petit peu quand même les deux facettes. Mais fondamentalement, ce qui nous fait du bien, c'est quand même de prendre soin des autres. Je pense que c'est vraiment notre nature fondamentalement. Et par rapport à cette relation et l'ambiguïté entre est-ce qu'on est là pour transmettre des savoirs ou apprendre à vivre ensemble, c'est vrai que on met trop en avant en France peut-être que le savoir tout seul, mais il ne faudrait pas non plus mettre en avant que la relation. C'est-à-dire qu'à l'école, il faut que cette relation elle se base sur un support, sur quelque chose. Et le savoir, c'est un bon support. C'est-à-dire que des élèves qui s'entraident dans les apprentissages, qui se transmettent des notions, il y a cette médiation du savoir qui permet à cette relation de s'établir, qui ne peut pas s'établir dans le vide. Donc le savoir est très important. Il ne faudrait pas que les gens qui nous écoutent croient qu'on prône une école où le savoir n'est qu'anecdotique, quoi. Non, mais c'est les deux jambes, en fait, il y a les deux jambes, et actuellement on est peut-être trop sur cette jambe du savoir pour le savoir,
et pas assez de l'aspect transmission et relation. Et pour finir, le savoir, c'est aussi une relation en soi avec de génération en génération. C'est ce qui est beau aussi, et la spécificité de l'être humain, c'est qu'on a une culture et qu'on construit, on construit cette culture, on se transmet des savoirs, et donc le savoir en lui-même, quelque part, c'est une relation avec des générations qui nous ont précédés. Donc c'est aussi beau en soi, le savoir. Il y a aussi mais ça peut devenir quelque chose de... C'est un outil, quoi. Il peut être aussi très mal utilisé, quand notamment à l'école, on utilise le savoir pour exclure, parce que j'entends des fois en salle des profs, quand des élèves sont éloignés de la culture de l'école, de la haute culture, on va dire par exemple littéraire ou cinématographique, et où on utilise ça pour exclure, c'est-à-dire que c'est un outil aussi d'exclusion, le savoir et la culture parfois, où on fait partie de la haute culture, on n'en fait pas partie, et quand on n'en fait pas partie, on est laissé sur le côté du chemin. Et ça, je trouve ça aussi un écueil au niveau du savoir quand il devient un outil d'exclusion. Et à l'école, je pense que parfois, on l'utilise comme ça. Ok. Et je crois qu'il n'y a pas lieu finalement d'opposer la relation et le savoir, parce que je crois, on travaille tous les deux dans le milieu de la formation. Pour moi, il y a deux cas de figure. Je vais faire une petite caricature, mais pour faire autorité, pour faire autorité sur... des élèves, il faut avoir des choses à leur apprendre, il faut leur proposer des apprentissages de qualité, sinon ça ne tient pas très longtemps, puis sinon on n'est pas des profs, il faut avoir quelque chose à leur transmettre, qui est de l'ordre de la culture. Mais en même temps, ce qui fait la différence entre deux profs, c'est pas tant, je crois, du côté du savoir, du côté de la technique, c'est du côté de la relation. En tout cas, il faut les deux. Pour être un bon prof, pour faire autorité, il faut du savoir, il faut de la connaissance, et puis il faut aussi développer une sorte de qualité relationnelle qui fait que les deux vont bien s'assembler. Et pour... en fait, tout à l'heure, l'idée, effectivement, c'est pas de dire que ce qui compte, c'est que la relation. Mais je crois que quand il y a des relations de qualité entre les élèves, on apprend mieux, en fait. On joue mieux ensemble. Et pour ne prendre qu'un exemple du côté du sport, puisqu'on est en STAPS aussi, on a une culture un petit peu sportive tous les deux, on le voit très bien dans les sports collectifs. Les équipes qui développent le meilleur jeu, tu vois, donc là on pourrait faire le lien avec les apprentissages, c'est les équipes qui jouent le mieux ensemble. Tu vois, je pourrais prendre l'exemple du rugby ou du foot, quoi. Faire en sorte que les relations soient de qualité, qu'on se respecte, qu'on joue pour l'autre, qu'on joue avec l'autre, etc. C'est là qu'on produit le meilleur des jeux. Donc je crois qu'à l'école, le fait de prendre soin des relations, ça se fait jamais finalement, ça ne se fait pas au détriment de l'apprentissage, c'est tout l'inverse, quoi. Une fois que la relation prof-élève et les élèves entre eux, ce qu'on appelle le climat, il est bien établi, il est sécure, mais les élèves apprennent mieux, quoi. Enfin, non seulement la relation prof-élève elle est meilleure, on peut faire ce qu'on appelle preuve d'autorité éducative, mais en plus de ça, on peut les emmener plus loin, quoi. Une fois que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas lieu finalement quand on dit effectivement qu'il faut mettre l'accent sur la fraternité ou la relation, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le savoir. C'est tout l'inverse en fait qui se produit, je crois. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, je pense qu'on est clairement d'accord, mais c'est vrai que dans notre pays, tu parlais de Mérieux, il était beaucoup taxé de pédagogisme, oui. etc. Et en France, c'est vrai que dès qu'on parle d'autre chose que du savoir dans l'enseignement, de pédagogie ou de relations, on est vite accusé d'être faible ou creux au niveau disciplinaire, au niveau savoir. Donc, dans l'esprit de beaucoup de gens, ou tel que le débat est posé ou a été posé en France, on oppose justement un petit peu les deux. Si on investit le champ pédagogique, alors c'est qu'on est un petit peu vide au niveau disciplinaire. Et je suis attentif au débat, aux journalistes, aux polémistes un petit peu qu'on voit beaucoup sur les plateaux. Et très souvent on tombe dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'en France c'est difficile de parler de pédagogie ou de valeurs. Très vite, il y a une accusation qui tombe et on n'arrive pas à penser les deux ensemble. C'est ça un des enjeux, je pense. Sauf que sur le terrain, toi et moi, on sait l'importance finalement de la relation, de prendre soin de la relation, parce que une fois que c'est établi avec les élèves, tout est possible. Tu peux les emmener n'importe où après les élèves. Une fois que la relation elle est établie, une fois qu'il y a de la reconnaissance partagée de part et d'autre, après tu peux les emmener, les enfants, dans le pays des mathématiques, dans le pays du français, dans le pays de l'EPS plus facilement.
Et c'est vrai que sur les plateaux, je suis d'accord, je te rejoins, c'est qu'on a tendance vite fait on entend très souvent sur les plateaux, il faut remettre l'accent sur les apprentissages fondamentaux. Ok, on n'est pas contre, toi et moi. Enfin, je crois. Si dis-moi. Évidemment, les apprentissages fondamentaux, ils sont très importants. Donc, on parle des mathématiques et du français. Mais il faut savoir qu'en France, le nombre d'heures consacrées aux mathématiques en français est astronomique comparativement à des pays proches, comme l'Espagne. J'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais dans le livre, j'en parle. Et en fait, on est sur une approche purement quantitative. On veut mettre plus d'heures. Mais a priori, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc il y a quelque chose qui est plus qualitatif qui se joue. Donc on va dire que on ne peut pas être contre le fait que les élèves développent ces apprentissages fondamentaux, mais c'est sur la manière de faire, comment s'y prendre. J'ai lu dans ton livre, donc tu as travaillé sur la question de l'évaluation, tu parles des notes finalement. Pour toi c'est un problème, la question de la notation, la question de l'évaluation, enfin comment tu perçois les choses aujourd'hui? C'est un vaste sujet. Ouais, oui, c'est un problème. Ouais. Je pense vraiment que c'est un vrai problème. Alors, tel que historiquement le système est construit comme ça, avec un système de notation qui est abouti quelque part sur un classement. Tout le monde ne le perçoit pas, mais quand même, les élèves se comparent les uns aux autres. En conseil de classe, on calcule des moyennes. On passe de classe en classe grâce aux moyennes. Avec Parcoursup, on est mis en compétition les uns contre les autres pour accéder. C'est vraiment un système qui est comme ça. Et en même temps, on nous demande de développer ce qu'on appelle le vivre ensemble, de faire en sorte qu'il y ait plus de fraternité. Donc c'est ça un petit peu que tu essaies de mettre en avant. Voilà, il y a une schizophrénie. Et aussi de faire réussir tous les élèves. On dit aux enseignants, à un moment donné, vous les notez, vous les classez. C'est un petit peu ce qu'on fait en conseil de classe, notamment quand il y a des échéances d'orientation. Et en même temps, les objectifs, c'est que tout le monde réussisse. Déjà un paradoxe. Plus d'instaurer de la fraternité. Alors la difficulté avec ça, c'est qu'on est dans ce système qui est construit comme ça historiquement, culturellement, et donc les élèves et les familles fonctionnent aussi comme ça. C'est-à-dire que très souvent, les élèves, ce qui les motive dans les apprentissages, c'est la note. Donc si on l'enlève, à un moment donné, c'est compliqué, on leur enlève leur moteur, leur carburant. Donc c'est quand même quelque chose qui est éminemment complexe. En tout cas, ce qu'on sait en psychologie, c'est le phénomène de surdétermination. Alors, c'est un peu un gros mot, mais c'est-à-dire que plus la motivation à faire quelque chose est extrinsèque, est extérieure à l'activité elle-même, plus on détruit la motivation intrinsèque. Donc, le goût pour apprendre, les maths, le français, l'activité physique, plus on va le motiver par quelque chose d'extrinsèque, comme la note, plus on va détruire le goût pour apprendre. Et ça, c'est un vrai problème. Et les enseignants, ils sont parfaitement conscients. Donc ils utilisent la note souvent parce que c'est le seul outil qu'ils ont à disposition, mais ils détruisent le goût pour la discipline, et ça, chaque enseignant le perçoit. Donc il faut une mutation lente et progressive. Il y a eu le système d'évaluation par compétences qui était un premier pas, puisque là, le signal, c'est pas tant tu as telle note, au 10e de point, etc. C'est beaucoup plus. On a des attendus et on essaie de dire à l'enfant, là, globalement, tu y es, tu as compris, tu n'as pas compris, avec des indicateurs. C'est un petit pas vers ça. Mais en même temps, les examens à la fin sont les mêmes pour tous. Voilà. Moi, c'est ça un petit peu. Alors, l'évaluation par compétence, j'en vois bien l'utilité, effectivement. Mais en même temps, le bac, c'est des notes, il y a une hiérarchie. Toi, on demande aux enseignants d'évaluer. Ça pourrait être autrement. Ça pourrait être au brevet des collèges, ils évaluent par compétence actuellement, mais ça débouche quand même sur des points à un moment donné, parce que le chiffre il est plus facile. Mais un système d'examen, dans l'absolu, toute une génération qui passe le bac peut obtenir le bac. C'est pas un concours avec contingenté avec un nombre de places où personne pourrait avoir le bac. C'est-à-dire qu'on est chacun en face de nos propres apprentissages. Donc on pourrait tout à fait imaginer un système uniquement par compétences, avec X compétences à acquérir, et si tu as acquis... Et pourquoi on ne le fait pas, ça, selon toi? La dernière fois que le débat a été posé, c'est sous Vincent Peillon, donc il y a quelques années, qui voulait que l'évaluation soit non pas une sanction, mais quelque chose qui participe aux apprentissages. Et donc c'est un débat qui est explosif, qui n'a pas été vraiment mené du coup. Et il a été mené dans d'autres pays comme la Suisse, où ça fait beaucoup de polémiques. Donc c'est quelque chose qui est très dogmatique, quoi. Et
ça invoque pour moi ce qu'on disait au départ, c'est une conception de la société où soit les individus sont les uns en compétition contre les autres, et là chacun va pouvoir donner le meilleur de lui-même, et s'il n'y a pas cette compétition, pour certains, il ne se passera rien, les élèves n'apprendront pas. Donc c'est vraiment une conception de l'homme et de la société. Est-ce qu'il n'y a pas une forme finalement d'hypocrisie? Tu vois, moi je m'intéresse beaucoup, tu en as parlé tout à l'heure, à l'école inclusive, la logique inclusive. L'idée c'est de faire monter tous les élèves, de s'adapter, de se mettre à la hauteur de tous les élèves, de faire réussir celles et ceux qui sont les plus en difficulté, puis en même temps, ou avec les meilleurs, et en même temps, vous voyez, c'est ce qu'on demande aux profs, et en même temps, l'école, elle est là pour hiérarchiser, sélectionner. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie, de double contrainte? C'est presque une injonction paradoxale. L'école, elle sélectionne, elle hiérarchise, on met les élèves en compétition les uns avec les autres, et puis en même temps, on demande de développer des valeurs telles que la fraternité, on demande aux profs d'aider tous les élèves. Il y a quelque chose, ça va devenir fou, ça, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le problème peut-être que c'est que l'école, elle est là pour hiérarchiser, quoi. Elle est là pour classer, elle est là pour séparer, elle est là pour faire le tri, parce que peut-être qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde après dans tous les métiers. T'en penses quoi de ça, toi? T'as un avis sur la question? Alors l'injonction paradoxale, je suis tout à fait d'accord. Il y a des enseignants qui sont aujourd'hui en grande difficulté. C'est très bien d'inclure les enfants en situation de handicap. Le problème, c'est qu'il faut des moyens. Quand on est un enseignant de premier degré, toi comme moi, on fait des visites en école, on va voir les enseignants qu'on forme. Et quand on voit qu'il y a 3, 4, 5 enfants en situation de handicap, troubles autistiques, hyperactivité, ils sont vraiment avec des injonctions paradoxales. Il faut s'occuper de tout le monde, prendre soin de tout le monde, mais c'est quasiment impossible à faire. Donc il y a des AESH qui sont là pour ça, mais souvent en nombre insuffisant. Donc oui, je suis d'accord sur l'injonction paradoxale. Et sur le fait, ce que tu dis, c'est intéressant, que dans la société, il n'y a pas de la place pour tout le monde dans tous les métiers. Je le pense pas. Hein. Non, mais forcément, mais il n'empêche que... Et je pense qu'à un moment donné, c'est presque inéluctable. On est dans une société quand même de liberté, et donc il y a des emplois ou des choses qui sont plus convoitées que d'autres, on ne peut pas le nier. Après, dans notre République, aussi le principe de méritocratie. Bon, je conçois que tout ça, ça joue et ça... Comment dire? Il y a des logiques derrière tout ça, mais le problème de l'école, c'est que c'est une école qui est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais en fait jusqu'au bac. Donc les familles et les enfants n'ont pas le choix d'y aller. Donc moi, dans mon esprit, à l'école obligatoire, il faudrait, cette compétition des élèves, cette sélection, cette hiérarchie, comme tu disais, n'a pas sa place. On devrait permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Au moment du supérieur, où on choisit ses études, on choisit son orientation, effectivement, on est dans une autre logique où là, je conçois plus qui est éventuellement une école qui voudrait former je ne sais quel métier qui intéresserait beaucoup. Il y aurait une forte pression, une forte demande. Il faudrait bien à un moment donné choisir. Si j'ai 100 places dans mon école supérieure et que j'ai 1000 demandes, je vais faire un choix. Et effectivement, ce choix me paraît le plus juste quand je vais prendre les étudiants les plus proches des exigences, qui ont peut-être le meilleur niveau. Je le conçois. Mais dans l'école obligatoire, ça paraît plus critiquable. Enfin, moi, c'est la façon dont je vois les choses. Je le pense aussi fondamentalement. Je pense que... Bon, on ne va pas partir sur Bourdieu, mais tu vois, il y a une sorte d'hypocrisie, encore aujourd'hui, dans les têtes, un petit peu des gens ici ou là, qui laissent penser que l'école, c'est au mérite. Sauf qu'on sait, il y a des études sérieuses qui montrent que cette reproduction, c'est toujours les mêmes qui gagnent, statistiquement parlant, etc., etc. Il y a une sorte de... On amplifierait même les inégalités selon certaines études. Ouais. On ne ferait pas que de les reproduire, on les amplifierait même légèrement. Donc ça questionne. Ça fait peur. Alors, une petite question. En ce moment, comment dire, il y a l'intelligence artificielle qui arrive un petit peu très vite. T'en penses quoi? T'en penses quoi? Est-ce que ça change un petit peu Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme? Est-ce que l'école, elle est
elle est en phase avec tout ça. T'en penses quoi, toi, de tout ça? C'est vrai que c'est tout récent, c'est difficile d'en parler, mais mon éditeur a voulu que j'en parle, donc je me suis un peu documenté sur la question. Alors je sais qu'en France, on est un petit peu réfractaire, un peu en retard au niveau de l'enseignement sur l'IA, c'est-à-dire qu'elle rentre assez peu à l'école. Du côté élève, elle rentre parce que les élèves l'utilisent soit frauduleusement, soit pour faire leurs devoirs. Mais en classe, les enseignants ne demandent pas aux élèves d'utiliser tellement l'IA. Et les enseignants l'utilisent un petit peu, mais ça reste quand même assez marginal. Et j'ai lu du coup des études plutôt internationales, et c'est vrai qu'il y a des choses qui font plutôt peur. Au niveau des étudiants, il y a eu pas mal d'études. En fait, les étudiants, c'est un petit peu une béquille de laquelle il est difficile de se passer. Et en fait, les étudiants s'aperçoivent que ils ont l'impression, enfin voilà, j'ai lu ça dans certaines études, ils ont l'impression presque de voler leur diplôme. Ils ont beaucoup recouru à l'IA. Ils n'ont pas confiance en eux non plus. Ils ont l'impression que sans l'IA, ils ne peuvent rien faire en fait. Ça devient une béquille. Donc ça, c'est un peu un problème. Et puis sur des plus jeunes enfants, j'entends des choses, hein, c'est pas comme tout le monde, où c'est un frein aussi au développement de la pensée. C'est-à-dire que si trop tôt on utilise l'IA à la place de... parce que c'est plus facile, plus économique, on imagine bien que ça va être un frein au développement des apprentissages. Donc j'ai plutôt des réticences. Je suis peut-être pas très ouvert d'esprit, ça me fait un peu peur. Non. Alors pour moi, il y a... Alors, je m'intéresse aussi un petit peu à cette question-là. Alors je ne suis pas un spécialiste de cela, mais pour moi, il y a un changement anthropologique majeur. C'est-à-dire que, toi, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui importe le plus, les apprentissages disciplinaires ou les relations. Aujourd'hui, les intelligences artificielles nous permettent de résoudre des tâches très vite et très bien. Et demain, ça ira peut-être encore plus dans ce sens-là. Oui, on peut le supposer. C'est-à-dire que déjà, ça pose les devoirs à la maison. Nous, à l'université, on est obligé finalement de changer notre manière de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus trop donner du travail à faire à la maison, parce qu'on sait très bien, ils ont raison de le faire. Ils ont des outils pour le faire. Les dossiers, quand on corrige des mémoires, il n'y a plus de fautes, il y a moins de fautes. C'est plus clair, c'est plus... Et tu vois, par rapport à la place des relations au sein de l'école pour tous, moi je crois que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça va changer la donne considérablement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des machines qui sont capables de compter, de résoudre des problèmes en mathématiques presque aussi bien que l'enseignant. C'est-à-dire que l'élève, quand il rentre chez lui, au collège, au lycée ou ailleurs, il a un outil qui lui permet de faire les maths à la place, de faire le français à la place. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux, c'est quand même des outils puissants, puis les profs l'utilisent aussi aujourd'hui. Tu vois, donc je crois que ton livre, il parle de fraternité. L'école du futur, pour toi, en tout cas dans ton ouvrage, ça serait de mettre plus de fraternité. Tu vois, si je reprends la fraternité pour Horizon, mais moi j'y crois à 100%. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui et encore plus demain, dans la mesure où il y a tout un tas de machines, alors si ça se développe, si ça continue à se développer, qui seront capables de faire des choses à notre place, en mathématiques, en français, qu'est-ce qu'on va leur apprendre, nous ? Ça va être tout la plus-value finalement de l'école, si c'est pas du côté des relations, quoi. Parce que même les profs se sentent un petit peu démunis, je crois. Tu vois, si jamais une machine est capable, si je suis prof de maths et que la machine elle est capable de faire, de résoudre des problèmes à ma place, mais je sers à quoi moi en tant que professeur de mathématiques tu vois, je crois que la place des relations, la fraternité, demain, dans l'école du futur, telle que tu la défends, pour moi, avec les outils qui sont en train de se développer, mais c'est pas déconnant que de penser que la relation va devenir de plus en plus première. Et il y a même un enjeu de santé publique. Bon, je vais arrêter parce que c'est toi que j'ai envie d'entendre. Tout à l'heure, on parlait de discipline fondamentale. Moi, je crois que le PS, demain, ça sera, c'est peut-être déjà aujourd'hui, une discipline fondamentale. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, il paraîtrait qu'il y a plus de sédentarité chez les jeunes.
parce que ça nous colle dans le canapé un petit peu, hein, même les adultes hein, d'ailleurs, il y a moins de mouvement. Donc si on ne met pas les corps en mouvement dans le cadre de l'EPS à l'école, je crois qu'il y a un problème. Hein. Mais pour les mathématiques, c'est un petit peu pareil. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais si la finalité de l'école, peut-être que ce sera de muscler un petit peu l'esprit, de se passer un petit peu de ces machines qu'on utilise à l'extérieur de l'école et de se servir de l'école pour muscler l'attention, pour mettre l'esprit en mouvement, parce que si on ne le fait pas... je ne sais pas ce que tu en penses. Mais de toute façon, il y a eu plein de mutations technologiques. C'est Michel Serres qui avait écrit son Petite poussette là, sur la révolution numérique. Donc, il n'a pas connu l'IA, ou très peu, je pense. Oui. Mais l'IA, c'est le numérique, les possibilités numériques poussées à l'extrême. Et l'enjeu, c'est sûr, c'est s'adapter. Dans Petite poussette, je crois, c'est dans Petite poussette, il disait aussi que l'imprimerie, c'est une technologie très ancienne maintenant, mais ça avait révolutionné aussi le rapport au savoir et à l'école. Et certains avaient peur avec l'imprimerie que les gens ne fassent plus travailler leur tête parce qu'ils n'auraient plus à mémoriser. C'est ça. Pourtant, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, on peut faire le pari aussi qu'avec le numérique et l'IA, et les enseignants vont travailler autrement, le rapport au savoir sera autre, notamment peut-être travailler la relation, la capacité à débattre, à écouter les arguments d'autrui, à être attentif aux autres. Peut-être que c'est ce qui se produira, on ne sait pas. C'est l'inconnu. C'est vrai que c'est marrant que tu parles de Michel Serres. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe, un grand monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai pas mal écouté dans des podcasts, et c'est vrai qu'il évoque ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement, on a peur. Quand on est passé de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'imprimerie, et Michel Serres, il avait connu le début d'Internet, mais lui, déjà, il évoquait aussi un changement anthropologique, c'est-à-dire qu'il racontait, donc il a enseigné très longtemps, en France, mais aussi aux États-Unis, et ce qu'il racontait, avec l'avènement d'Internet, il n'y avait pas l'intelligence artificielle à l'époque, mais déjà Internet, ce qu'il racontait, c'est que quand il avait des étudiants en face de lui, Internet, ça avait changé un petit peu la donne, c'est-à-dire que il n'y avait plus d'un côté le maître qui sait et de l'autre côté les étudiants qui ne savent pas. C'est-à-dire que les étudiants, déjà à l'époque, ils avaient déjà quelques connaissances ou savoirs sur le cours qu'il allait dispenser. Et donc ça change la donne, quoi. T'es obligé, tu peux plus faire comme avant, quoi. Avec l'intelligence artificielle, nous, quand on est en cours, en amphi avec des étudiants, quand tu parles à tes étudiants, ce que tu es en train de le dire, ils peuvent le vérifier en direct. En direct, ils peuvent le vérifier. Et Michel Serres, dans Petite poussette, il utilise cette métaphore du conducteur et du passager. C'est-à-dire qu'il disait qu'autrefois, les élèves étaient des passagers, ils se laissaient conduire, voilà. On les emmenait, on les dirigeait. Et aujourd'hui, avec ces technologies-là, ils sont conducteurs, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent en permanence, ils vont chercher l'information, c'est-à-dire qu'ils pilotent. Ils tapent des mots-clés, ils vont chercher ce qu'ils veulent, ils sont actifs, ils ne sont pas des réceptacles de savoir. Et puis des fois, ils en savent plus sur certains sujets que l'enseignant lui-même. À l'université, ça peut être le cas en tout cas. Donc, toi, pour revenir, donc la question de l'intelligence artificielle fait que, de mon point de vue, demain, dans l'école du futur telle que tu la défends, la question des relations, la question de la fraternité, elle va passer, de mon point de vue, nécessairement, ou elle doit passer nécessairement au premier plan, pas parce qu'il faut négliger, pas parce qu'on va négliger les apprentissages, mais parce que y a plein de choses qu'ils peuvent faire sans l'enseignant, en fait. Mais par contre, ce qu'ils peuvent pas faire, enfin l'école, chez Seul on est soi, quoi. Ce qui fait la puissance de l'école, c'est qu'on va rencontrer des gens différents, on va être en relation avec des gens différents. C'est un espace où peut-être qu'il va falloir, de mon point de vue, mettre le focal là-dessus, et de plus en plus demain, parce que Internet, parce que l'intelligence artificielle, etc. Sinon, je pense que ça risque d'être compliqué, quoi. Ouais. Vraiment, fondamentalement, quoi. Mais je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est que avec l'IA, avec le numérique en général, et cette idée d'être actif par rapport au savoir, c'est vrai que c'est un autre rapport. L'enseignant peut-être va être poussé à un autre rapport avec les apprentissages, et c'est vrai qu'un élève qui serait considéré comme quelqu'un qui va écouter, enregistrer des informations et les réutiliser plus tard,
le modèle un peu descendant ou frontal, il est vraiment, je pense, voué à disparaître parce que les élèves ne fonctionnent plus du tout comme ça, ne sont plus dans un environnement éducatif, médiatique, qui les invite à être dans cette posture-là. Ils ne savent plus être dans cette posture-là. On peut le regretter, enfin, c'est comme ça. Donc cette idée d'élèves actifs, là, cette métaphore de Michel Serres avec le pilote, c'est-à-dire qu'il faut les amener à être pilotes de leur manière de penser, de s'approprier les savoirs. Il faut qu'ils soient actifs à un moment donné. Ça, je pense que c'est fondamental dans l'école de demain. Et ça rejoint aussi pour le mot actif au sens large. Tu as parlé d'enjeux de santé publique. Alors, je ne sais pas si tu faisais écho à un des dangers dont je parle au début du bouquin, qui est cette sédentarité. Je pense que c'est ça dont tu... Et c'est vrai qu'à l'école, quand on parle de care, quelque part, on est maltraitant, je trouve, et je ne suis pas le seul à le dire. On laisse les enfants assis, quand même, toute la journée. La plupart du temps silencieux. Donc, ils sont quelque part emmurés. Et dans un monde où on sait que la sédentarité est un vrai problème, alors je ne vais pas faire peur avec des grands chiffres, mais bon, ça devient un problème très très grave. En France, on n'a pas trop encore la malbouffe. Il y a des pays où c'est incroyable. Mais il y a des enjeux de santé qui sont colossaux et il faut qu'on fasse rendre les élèves actifs, non seulement intellectuellement, mais aussi physiquement. Et il y a des pays où ils sont très volontaristes, les pays scandinaves, on les cite souvent en exemple, mais c'est vrai, ils sont très volontaristes. Quand ils décident quelque chose, ils le font. Et là, ils ont mis en place un plan, il n'y a pas si longtemps que ça, 4-5 ans je crois, de mobilité des élèves, mais à tout point de vue. Ils viennent, ils promeuvent, on vient à l'école en vélo quand on peut le faire. Les cours se font le plus possible debout, de manière active, et les apprentissages se passent aussi bien. On fait l'école dehors quand on peut. Enfin, c'est un autre rapport, une autre façon de concevoir l'enfant, quoi. D'un enfant assis, passif, c'est un peu cliché ce que je dis, mais dans l'école traditionnelle, on devrait peut-être passer à un modèle d'enfant actif autant physiquement qu'intellectuellement. Aujourd'hui, c'est mal vu en France. Un prof qui fait bouger ses élèves, ça fait du bruit, c'est un prof qui n'a pas d'autorité. Et un prof qui veut bosser comme ça, souvent, il est un petit peu mal vu, ou il était mal vu, c'est peut-être en train de changer. Il fait du bruit, il s'excuse auprès de ses collègues le suspectent de ne pas tenir sa classe. Même les enseignants qui aiment établir un rapport comme ça avec leurs élèves, il a du mal à le faire parce que c'est encore quelque chose qui n'est pas très très bien vu. Donc peut-être que dans l'école du futur, il faudrait que ça bouge. Mais ça suppose aussi des locaux adaptés, ça suppose tout un changement de paradigme en fait. Donc pour toi, finalement, une école du futur demain, donc il y a la fraternité, le vivre ensemble, mais c'est aussi une école du mouvement, du corps et de l'esprit. Du corps et de l'esprit. Hein? Enfin, je crois, parce que quand on parle de sédentarité, alors effectivement, il y en a qui disent, je ne sais plus, il y en a un qui a écrit La chaise tue, il y a eu un livre comme ça. Oui, il y a des choses comme ça qui sont écrites voilà, sur le fait qu'on impose aux enfants d'être assis, immobiles des heures durant. Être vivant, c'est être en mouvement de toute façon, mais aussi bien du côté du corps que du côté de l'esprit. Je crois que avant, on parlait beaucoup du corps, c'est vrai, la sédentarité, les corps qui ne bougent pas, et l'idée c'était de remettre un petit peu les corps en mouvement. Le PS, elle a une place toute particulière par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est aussi l'esprit qu'il va falloir remettre au mouvement. Tu vois, moi, donc peut-être que l'école de demain, fraternité, mouvement, plaisir, parce que moi, ce qui m'interroge, en fait, c'est que si je fais une analogie, pour muscler le corps, il faut le mettre en mouvement. Enfin, bon, on est d'accord là-dessus, mais pour muscler l'esprit, c'est un petit peu la même chose. Toi, par exemple, on ne se muscle pas quand on joue à la console, au foot, comme ça, normalement. On muscle peut-être ses réactions, je ne connais pas trop, mais je suppose. Ouais, moi j'ai joué un petit peu, si tu veux. Alors, ça développe tout un tas de choses, hein. Mais bon, tu développes le cœur, il ne bouge pas, enfin, pas trop. Les jambes, ça met pas en jeu tout le corps. Donc on sait très bien que on va pas développer on a besoin de mouvement, quoi. Comme tu l'as dit très justement. On est ramené à une réalité biologique, hein. De toute façon, nous sommes des animaux, c'est ça. Biologique du terme, on a besoin de mouvement. Et aujourd'hui, ce qui s'ajoute à cela, avec les intelligences artificielles, c'est que l'esprit, si la machine fait à notre place, l'esprit, c'est comme s'il restait dans sa chaise, entre guillemets. C'est-à-dire que je pose une question à l'intelligence, elle me résout le problème en 2 secondes. Donc, alors c'est super, j'ai la réponse, mais l'esprit n'est pas en mouvement. Donc on sait aujourd'hui, on commence à en voir un petit peu les conséquences en termes de capacité à maintenir son attention, etc.
Donc pour moi, pourquoi je dis ça, c'est que je crois que demain, l'enjeu, l'école du futur, fraternité, mouvement, plaisir, mais mouvement du corps et de l'esprit, quoi. Et que peut-être demain, en classe, en mathématiques, c'est pas tant... Albert Jacquard, il en parle très bien, en fait. Donc c'est un philosophe de l'éducation qui disait que ce qui importe encore le plus, c'est la relation, que l'intérêt, il n'est pas tant dans la résolution du problème qu'une machine sait faire par ailleurs. L'idée, c'est de remettre l'esprit en mouvement, quoi. Si on ne met pas l'esprit en mouvement, l'esprit, il s'affaisse, il meurt, comme le corps, en fait. Et un bon moyen de le faire, on est dans une ère où on ne se contente pas d'acquérir les savoirs, puisqu'ils sont disponibles, comme disait Michel Serres, en tout temps, en tout lieu, disponibles dans la poche avec un simple smartphone. Et c'est chouette. Mais c'est de les mobiliser aussi, on retombe sur cette idée de mouvement, c'est-à-dire que les savoirs, il faut qu'ils soient en mouvement, et en mouvement, on va retomber sur de la relation, c'est-à-dire que concrètement, n'importe quelle notion, que ce soit en maths, en histoire, en géographie, peu importe, même des notions très abstraites, si on demande aux élèves de débattre, par exemple, sur une notion, ou sur une question problématique, ils vont peut-être aller chercher l'IA pour aller chercher les notions, là ça suppose de maîtriser l'IA, mais derrière ils vont, s'ils débattent, mettre en mouvement les savoirs, les connaissances, les confronter, et là ça devient quelque chose d'intéressant, et peut-être de représentatif de ce que pourrait être plus l'école de demain. Il y a plein de collègues qui font déjà ça, ça mobilise déjà beaucoup les élèves. Donc c'est-à-dire ne pas se contenter à savoir que telle notion existe en mathématiques, telle connaissance historique ou géographique existe, mais utiliser ça pour débattre, et débattre bien et débattre mieux avec les autres. Du coup, on tient peut-être un peu tous les deux bouts, c'est-à-dire qu'il y a les savoirs, l'IA me permet peut-être d'aller plus vite, de les acquérir plus vite, et je vais au-delà, je les mobilise, je les utilise, et en échangeant avec autrui, en classe. Mais on retombe toujours sur la même chose, c'est la difficulté en classe, aussi dans un lieu qui existe, qui est organisé spatialement, avec des chaises, des tables. Comment on organise des débats, c'est compliqué, ça fait du bruit. Donc ça paraît très terre à terre, cette question des lieux, de leur organisation, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Si on veut aussi permettre aux enseignants de modifier leurs pratiques et de créer des relations, des échanges entre les élèves, c'est très important. Moi, tu vois, quand tu parles d'école du futur, pour moi, on pourrait aussi se poser la question du sens de la vie. Toi. Normalement, quand on a tous envie d'être heureux, de vivre longtemps peut-être, ou en tout cas en bonne santé, on a tous envie de ça. Personne ne se dit oh non, moi j'ai pas envie d'être heureux. C'est pas bon signe. Ouais, franchement, personne ne se le dit. On a tous envie de ça. Et tout à l'heure, tu parlais Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que tout à l'heure, tu parlais de santé. Donc pour être en bonne santé, il faut mettre le corps en mouvement. Il faut que l'esprit il soit aussi en mouvement. Sinon, quand on ne mobilise pas l'esprit, quand on ne le fait pas courir, quand on ne fait pas courir son esprit, à un moment donné, il s'éteint. Et l'enjeu avec les IA, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on ne fasse plus courir son esprit. C'est-à-dire que la machine court à notre place. Donc pour la santé, il faut du mouvement, mais il faut aussi des relations de qualité. Tout à l'heure, je crois que tu l'as évoqué, il y a des études qui montrent très sérieuses, qui montrent que ce qui rend les gens heureux, le plus heureux, et en bonne santé, qui permet de vivre aussi le plus longtemps possible, c'est des relations de qualité en fait. Tu vois ? Plus on a des relations de qualité, et des relations de qualité, c'est quoi ? C'est des relations fraternelles, ou en tout cas qui s'inscrivent dans l'éthique du care, où pour être en bonne santé, il faut, je crois, du mouvement, du corps et de l'esprit, il faut des relations de qualité. Donc si l'école de demain, l'école du futur, c'est de former un citoyen épanoui, heureux et en bonne santé, je crois qu'on a tout intérêt, comme tu l'as dit très justement, à faire en sorte de remettre le mouvement au cœur de notre école, et puis des relations, quoi. Si c'est un déterminant essentiel d'une vie heureuse et en bonne santé, la qualité des relations. Donc je crois que si l'école, elle est là, elle ne s'empare pas finalement de ce sujet-là, je crois qu'on passe à côté de quelque chose, quoi, fondamentalement, quoi. L'école, je crois qu'elle est là pour... Sinon, elle sert à rien, quoi. Enfin, je crois, fondamentalement, quoi. Après, il ne faut pas être trop sévère. L'école française fait quand même des choses, mais... Bien sûr, mais il y a encore du chemin, à faire. Moi, toi, tu as des enfants, ils sont grands ? 3 enfants. Tu as 3 enfants. Moi, j'ai un enfant qui a 15 ans.
il n'aime pas l'école. Il n'aime pas l'école, en fait. Je lui ai reposé encore la question hier, il s'en passerait bien, en fait. Moi, toi, ce qui me désole, presque tous les enfants de France, tu leur donnerais la possibilité d'aller à l'école ou pas. La plupart, ils restent chez eux, quoi. Moi, ça me désole, ça, en fait, qu'il n'y ait pas plus de plaisir, qu'on se dise pas chouette, je vais à l'école, je vais être en relation, Pour moi, c'est un vrai sujet. C'est un lieu assez anxiogène, hein, l'école, pour les enfants. Et il n'est pas en difficulté, mon fils, à l'école. Tu vois, pour plein de raisons, il n'est pas. Je pense qu'il y a une pression sociale, hein, sur la réussite scolaire. Mais ça l'ennuie considérablement, quoi. Et pour moi, c'est un problème. Et c'est d'autant plus un problème que, si je peux me permettre, le problème de l'intelligence artificielle des réseaux, c'est que ça active, en fait, le circuit de la récompense. Ça propose toi, on scroll. Enfin, c'est comme moi, toi, la dopamine, tous ces trucs-là, facilement, toi, juste en faisant passer les images les unes après les autres, bing, ça alimente le cerveau, des plaisirs immédiats, rapides, qui ne durent pas très longtemps, il en faut toujours plus, quoi. Et je crois que pour pouvoir contrecarrer un petit peu toutes ces technologies, finalement, qui aspirent nos enfants, mais aussi les adultes, peut-être qu'on a tout intérêt, dans l'école du futur que tu proposes, à faire en sorte qu'il y ait plus de plaisir, plus de relations, parce que si on fait passer à l'école, c'est mort, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... je me permets de rebondir, parce qu'il y a une chose importante que je voudrais dire, enfin importante, selon moi, c'est que pour mettre ces relations, moi je parle beaucoup des pédagogies coopératives, du coup, dans mon livre. J'ai parlé beaucoup de l'organisation spatiale de l'école, et il y a autre chose qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a une technicité du métier en pédagogie coopérative qui est importante, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus facile de faire créer un débat en classe entre élèves, très, très bien. Former des groupes de travail, les faire s'organiser. Donc c'est pas quelque chose qui se décrète non plus comme ça, et c'est quelque chose qui relève d'une technicité. C'est à nous, formateurs d'enseignants aussi, d'essayer de donner les bons leviers pour que les enseignants de demain soient capables de le faire. Et donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à tous les étages, il ne s'agit pas de décréter, ni que la République décrète que la fraternité, c'est une valeur importante, et magiquement, ça va se faire, non. Alors, ni en classe, à l'enseignant de décréter, il faut travailler les uns avec les autres, il faut vous mettre en relation. Alors, oui. Ça ne se décrète pas non plus, il y a une technicité du métier. Et ça, c'est important, je pense, donc, que les enseignants... C'est l'expérience, finalement, qui permet l'adhésion. Parce que, effectivement, tu parles de fraternité. Je crois que, alors je l'ai noté, bon, je l'ai plus sous les yeux, mais que tu défends l'idée que ça ne se décrète pas, la fraternité. Oui. On est d'accord. Tout à fait, on peut la développer peut-être. Et comment on fait alors ? Alors, là dans le livre, je m'appuie beaucoup sur un groupe d'enseignants qui s'appelle Coopération. Et en fait, eux, ils ont théorisé 3 grands piliers à ces pédagogies coopératives, qui seraient déjà le savoir, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le savoir disciplinaire, c'est le média, le support autour duquel tout va s'organiser en classe, auquel on peut faire coopérer les élèves. C'est un projet d'apprendre ensemble des choses. Donc ça, c'est un peu le moteur. Après, il y a toute une technicité, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire que l'enseignant doit avoir des compétences pour organiser les groupes, gérer le temps, gérer l'espace. Il y a tout un tas de choses à mettre en place, donc qui relèvent de compétences en fait spécifiques de l'enseignant. Et le 3e pilier, c'est les compétences psychosociales, c'est-à-dire que ça ne se décrète pas, les élèves, de savoir travailler avec les autres. Il y a des choses à apprendre. Chez les tout petits enfants, par exemple, gérer ses émotions. Il y a de la frustration quand on est en groupe. On veut faire tel rôle, on veut tel matériel, c'est l'autre qui l'a pris, je veux parler, c'est l'autre qui parle, il ne faut pas que je lui coupe la parole. Donc gérer ses émotions. Et tout le panel des compétences psychosociales, des plus basiques vers les plus évoluées, avec des lycéens, être capable d'être attentif, d'écouter les arguments de l'autre, prendre en compte les arguments de l'autre. Et ça, il y a plein de dispositifs pédagogiques qui existent pour ça, et qui supposent que l'enseignant se dise je ne suis pas qu'un transmetteur de savoir, et si je veux faire des débats à mes collégiens, il ne suffit pas que
uniquement de leur transmettre des connaissances pour avoir des arguments de débat, il faut aussi que je leur apprenne à débattre. On connaît tous le témoin de parole, c'est quelque chose qui marche super bien en classe, que je vois même dans des toutes petites classes. Enfin, c'est des petits exercices comme ça, et ça relève d'une technicité, d'une connaissance, d'organisation de groupe, et qui sont à mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Sinon, quand on a 30 adolescents, par exemple, en classe, et que c'est pas bien cadré, bien structuré, ça va partir complètement en sucette, quoi. Le problème que l'on a aussi avec l'école, c'est qu'elle n'est pas fermée sur elle-même. Je ne sais plus qui disait, mais quand la société tousse, l'école s'enrhume, ou dans l'autre sens, tu vois. Et ce que tu dis là, effectivement, c'est très dur à mettre en place, et c'est d'autant plus dur que les exemples, quand on regarde un petit peu sur les plateaux de télé, tout ce qu'on appelle des débats... Ou l'Assemblée nationale. Les politiques, mais les hommes en général, enfin toutes celles et ceux, presque toutes celles et ceux qu'on voit sur les plateaux, ils montrent pas l'exemple non plus, quoi. Ils se coupent la parole, ils s'insultent, on s'écoute pas, ça aussi c'est un problème, je crois, non? Oui, c'est clair. Les modèles qu'on leur donne. Les modèles qu'ils ont, elles sont un peu à contre-courant. Quand on voit la communication de Trump, tout est dans l'instantanéité, sur des éléments de langage pour marquer, pas pour faire réfléchir, mais... Oui, c'est sûr. Mais la démocratie, elle repose fondamentalement sur l'idée que les citoyens vont être capables d'avoir un avis éclairé sur les choses, de débattre ensemble, de construire ensemble. C'est une valeur universelle. Pour toi, il y a des valeurs qui seraient universelles ou pas? J'ai mon idée, en fait, sur la question, je vais te la donner après, mais toi, est-ce qu'il y a des valeurs qui valent plus que d'autres, hein, et qui seraient... tu penses qu'il y a des valeurs universelles, toi, ou pas? Moi, je trouve que notre triptyque républicain, il est très bien. Enfin, la Déclaration des droits de l'homme, on ne parlait pas trop de fraternité, liberté, égalité au départ. Je trouve qu'il est très équilibré, comme dit Morin. C'est un triptyque qui est à la fois complémentaire et antagoniste. C'est une certaine antagonie entre les valeurs. Si on va à fond sur les libertés, ça peut être antagoniste, ma liberté individuelle, à la fraternité. Donc je trouve que liberté, égalité, fraternité, c'est très, très, très bien. C'est une question, toi, que je pose comme ça, elle paraît un petit peu théorique, mais la question qu'on devrait se poser, toi, tu parles de fraternité, tu parles d'une école du futur où tu as envie que la fraternité, finalement, soit au premier plan. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait l'adhésion, finalement? Donc pour toi, ce qui fait l'adhésion, c'est l'expérience, c'est de mettre en débat. Mais qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, tu adhères à la fraternité? Qu'est-ce qui fait que tu adhères, toi, à cette valeur-là? Moi aussi, hein, pour le coup. Mais qu'est-ce qui fait qu'on adhère à une valeur? Tu t'es déjà posé cette question-là? Parce que je crois que si on n'y répond pas, en tant que formateur ou en tant que prof, on passe peut-être à côté de quelque chose. Qu'est-ce qui fait que nos élèves, demain, vont adhérer à la valeur, aux valeurs républicaines, en fait? Tu te l'as déjà posé, cette question-là? Pas comme ça. Ce que je peux dire, c'est comment, moi, dans ma pratique personnelle, j'en suis venu à faire reposer mes cours beaucoup sur la coopération. Et c'est qu'en fait, j'ai observé des élèves qui, spontanément, naturellement, s'entraident, tout à fait spontanément. D'ailleurs, il y a une super photo que j'adore de Douaneau. On voit un élève qui, je ne sais pas si tu connais cette photo, qui susurre quelque chose à l'oreille, et on voit que, socialement, c'est de la triche, quoi. C'est de la triche. Un élève qui va chuchoter, on voit qu'il se cache. Et en fait, il a appelé cette photo l'entraide. Mais oui. Voilà, donc c'est un pied de nez, surtout à cette époque-là, pour montrer que voilà. Et donc, moi, j'ai vu ça en classe, en tant que prof d'éducation physique, notamment dans des activités artistiques, où ce que je disais, mes contenus ne passaient pas du tout. Les élèves n'écoutaient pas. Ils étaient un peu en défiance en plus vis-à-vis de l'adulte. Et par contre, entre eux, ils étaient capables de s'apprendre. Notamment, ils avaient une culture hip-hop. Ils s'apprenaient des choses super entre eux, sans moi, sans avoir besoin de moi à ce moment-là. Faire attention, parce que quand on dit les choses telles que tu les dis, à la fois j'entends ce que tu me dis et je l'ai vu, je l'ai observé, mais c'est un petit peu comme la question de l'autorité. Si c'est naturel, l'éducation ne sert à rien, toi. S'ils le font spontanément, ça vient d'où, en fait? Non, mais c'est pas où tout repose sur le prof ou tout repose sur les élèves, mais dans certains contextes, dans certains cours, voilà, moi, j'avais vraiment constaté que c'était difficile de faire mon métier, de transmettre des choses, et que ça se passait plus entre élèves. Et donc, il y a des choses qui se passent entre élèves qui sont super, quoi. Et donc, moi, dans mon parcours,
c'était quelque chose qui m'a marqué, quoi. Et donc j'ai, de ce moment-là, essayé de faire plus reposer la transmission des contenus d'enseignement par des interactions, des échanges entre élèves, parce qu'en plus ils ont besoin de parler, ils sont très bavards les élèves de plus en plus. Tu voulais que j'en revienne à la fraternité, mais c'est-à-dire qu'à la base c'est plus instrumental, c'est-à-dire que c'est un outil pratique la coopération, et ça c'est scientifiquement aussi bien étudié, c'est-à-dire que les apprentissages sont beaucoup plus rapides et efficaces quand les élèves coopèrent, parlent, s'échangent, se contredisent, etc. C'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment les savoirs et ils les ancrent émotionnellement dans du vécu, donc ils sont mieux marqués. Donc j'en suis venu plutôt à utiliser la coopération comme un instrument. Et après, c'est dans le monde dans lequel on vit, quand on allume sa télévision, qu'on écoute les médias, voilà, une inquiétude un peu sur la société, qui m'a renforcé du coup en me disant la coopération c'est un moyen pour mieux apprendre, mais c'est aussi un moyen pour développer des valeurs, et donc c'est plus une inquiétude de citoyen. Et puis de toute façon c'est notre objectif de former des citoyens. Donc si aujourd'hui, comme Morin, on se dit que là où il y a le feu, là où c'est prioritaire, c'est plus du côté de la fraternité que du côté de la liberté. Je ne dis pas qu'il faut réduire les libertés individuelles, mais la priorité elle est plus là. Si on met ses actes en cohérence avec ses idées, dans sa classe, on essaye de faire vivre ça. Toi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit là quand je t'écoute. La question de la coopération. Moi, tu vois, il n'y a pas très longtemps, modestement, dans un cadre associatif, j'ai suivi un élève, j'allais chez lui pour l'aider, je l'accompagnais dans ses devoirs, quoi. J'y allais une fois par semaine, tu vois. Et je me rappelle d'une fois... donc je discutais, j'échangeais avec lui, et je lui demandais des fois les notes qu'il avait, etc., etc. Et une fois, en fait, il a fait un travail avec un copain, donc c'était dans un quartier, je ne sais pas trop comment le nommer, pas difficile, mais en tout cas, c'est un élève qui avait besoin d'aide. Donc je l'accompagne une fois par semaine, et un jour, je lui demande... et un jour, il me raconte que son enseignante l'a pénalisé, entre guillemets, parce qu'il avait fait un travail à deux chez lui. Donc il y en a peut-être un des deux qui a travaillé plus que l'autre, mais ils ont rendu tous les deux séparément deux copies qui sont les mêmes, mais normal, ils ont travaillé ensemble. Et donc, ils ont été sanctionnés en fait pour ça. Parce que la consigne était de travailler seul, peut-être, à ce moment-là. Travailler seul, ouais, mais tu vois, en fait, ils cédaient, tu vois, les jeunes, à la fois, on leur demande de coopérer, tout ça. Je pense qu'il était honnête, en fait, le jeune, quand il m'a dit ça. On a travaillé ensemble et tout, et effectivement, ils ont rendu une copie pour deux. Enfin, ils ont rendu deux copies similaires. Ils ont été sanctionnés, en fait, pour ça, tu vois. Moi, ça m'a... Je comprends aussi l'enseignante, mais en même temps, je me dis... le message qu'on passe, alors à la fois on leur demande des fois de s'entraider, etc., mais les évaluations sont individuelles, tu vois, c'est un problème ça, enfin pour moi c'est un problème. Et après, par rapport à la question des valeurs, ça se décrète pas, on le voit tous les jours en fait. Il n'y a pas très longtemps en fait, j'ai entendu sur un plateau de télé un président, je ne vais pas le nommer, qui parlait de démocratie. Et il disait que c'était une valeur universelle, la démocratie, tu vois. Alors je vois bien ce qu'il voulait dire. Moi j'y crois, la démocratie, en fait. Mais c'est pas une valeur universelle. Sinon, tout le monde dirait dans cette direction-là. En fait, je crois que ce qui précède ce qui fait que toi, comme moi, on a envie peut-être d'aller du côté de la fraternité, c'est qu'il y a un désir. Ce qui précède la valeur, c'est le désir, en fait. C'est parce qu'on désire aller dans cette direction-là qu'on lui accorde de la valeur. C'est très Spinoza, en fait, ce que je suis en train de te raconter, lui renverse, pour lui, rien n'a de valeur en soi, en tant que tel. C'est parce qu'on désire quelque chose qu'on lui accorde de la valeur, et non pas dans l'autre champ. Et ce qui précède le désir, c'est quoi ? C'est le plaisir. Quand tu prends du plaisir à quelque chose, en EPS, en mathématiques ou en français, ou à la lecture, toi, quand tu lis un livre, et que tu prends du plaisir, alors là, tu peux avoir le désir de lire. Et donc, pourquoi je fais ce petit détour-là ? Parce que par rapport à la question de la fraternité, moi, j'adhère à fond à ce que tu racontes. L'idée, il faut leur faire vivre des expériences, leur montrer le plaisir de coopérer, de s'écouter, le bâton de parole, toi, leur montrer le plaisir de fonctionner de cette manière-là, et seulement
Et c'est ça qui va faire émerger le désir pour cette valeur-là, et non pas dans l'autre sens. Ouais, en fait. Je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on a tout intérêt, demain, à faire en sorte que nos élèves viennent à l'école avec plaisir, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de coopérer, de jouer avec, autour des apprentissages de qualité qu'on pourrait leur proposer. Hein. Mais s'il n'y a pas le plaisir, c'est mort, en fait. Il n'y aura pas d'adhésion à aucune valeur, quelle qu'elle soit, en fait. C'est parce que... Je pense qu'il est facile à faire émerger ce plaisir. Je pense Je aussi. vais m'appuyer sur du concret. Dans le lycée où j'enseigne, on forme des tuteurs qui font du soutien scolaire. Donc des élèves qui ont des facilités dans certaines disciplines et qui se proposent d'aider d'autres élèves à faire du soutien scolaire. Et donc, ils candidatent pour être formés en tant que tuteur. Et quand ils candidatent, il y a une question, pourquoi veux-tu être tuteur ? Et dans la majorité des cas, c'est simplement, peut-être pas le mot plaisir, mais parfois le mot plaisir, j'ai envie d'aider, voilà. Donc c'est quelque chose qui est de cet ordre-là, ou simplement ils ont envie de le faire parce qu'ils aiment bien le faire, en fait. Donc je pense qu'il y a un plaisir assez naturel à le faire. Pas naturel. Et à l'inverse, spontané. Si, tu penses ? Je sais pas, mais en tout cas, à l'inverse, ce que je voulais dire, c'est qu'on a plus de mal à trouver des tutorés que des tuteurs. C'est-à-dire que souvent, il faut qu'on stimule un peu les gens ont plus de plaisir ou d'instinct pour aider les autres que d'être aidé. Être aidé, c'est plus difficile. En tout cas, ils nous déclarent retirer un certain plaisir, les tuteurs, à aider leurs camarades. Et ça, c'est intéressant. Tu vois, moi, ce que je crois fondamentalement, si on doit faire le lien avec ce qu'on disait au début, que la nature humaine, peut-être, je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise, j'ai tendance à penser qu'elle est bonne. Ce qui est sûr, c'est que des enfants très jeunes, quand ils voient un adulte en difficulté, les 3/4 vont l'aider. Et que la première expérience qu'on fait du monde, il y a un adulte qui prend soin de toi, donc c'est le care, c'est la fraternité. Moi, je crois que ce désir-là, il est enfoui chez tous les enfants du monde, en fait. Sauf qu'il faut l'entretenir, il faut le réveiller. Tu vois, et que des fois, on perd l'habitude. Le désir, si tu l'entretiens pas, c'est comme la course à pied, en fait. Ça finit par s'éteindre à un moment donné. Et que c'est un levier puissant, ça, en fait, pour les enseignants, que d'aller réveiller ce désir d'aller aider les autres. Parce qu'une fois que tu as réveillé ça, mais les enfants, ils prennent un plaisir fou à aller aider les autres. Clairement. Après, de se faire aider, ça renvoie à une certaine forme de vulnérabilité. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle, des fois, on a du mal à accepter l'aide d'un autre. Mais ça aussi, c'est un problème sociétal ou culturel, fondamentalement, quoi. Ça nous avait surpris au départ, mais quand on y réfléchit bien, oui, ça paraît assez logique qu'il soit plus difficile d'aller... Moi, ce que j'essaie de raconter dans les centres de formation, enfin modestement à mon niveau, c'est de leur dire, voilà, tu as 30 élèves en face de toi, aucun point commun, ils sont tous différents, peu importe la discipline, hein. Il y en a qui auront envie d'aller dans ta direction, il y en a qui vont aimer les maths, le français, peu importe, tous différents, mais ce qui est sûr, c'est que tous en face de toi, ils ont probablement ce désir qui est enfoui dans les plis du corps, en fait. Et que quand tu arrives à aller le chercher, une fois que tu as réussi à aller le chercher, ce désir, et que tu l'as mis tu leur as fait vivre des expériences ou revivre des expériences où ils ressentent du plaisir, mais après tu les emmènes où tu veux, quoi. Je suis convaincu, oui. Ah ben ouais. Et l'autorité éducative, elle se base là-dessus. Il faut du savoir, il faut de la connaissance, sinon on est des charlatans. Mais il faut aussi, c'est de la relation, c'est la qualité des relations, plus le savoir qui fait que après, les élèves, tu les emmènes n'importe où, en fait, je crois, fondamentalement, quoi. Donc, ce que je te propose, je pense qu'on a fait... Il y a peut-être autre chose qu'on n'a pas abordé, que tu voulais aborder. Je pense que... une dernière chose que j'ai lue dans ton livre, à un moment donné, tu parles on est programmé génétiquement pour être actif. Je crois que j'ai lu un truc de cet ordre-là. Alors, tu te rappelles plus, quand on écrit un livre comme ça, des fois, on se rappelle plus précisément de la phrase qu'on a pu écrire, mais regarde, si je prends l'être humain, voilà, l'être humain est génétiquement programmé pour être actif, pour être en mouvement. C'est ça que tu voulais écrire, j'imagine, hein, ou pas? C'est typiquement ce que tu dis, je me rappelle pas de ce passage précisément, oui. Je pense que quand sur les enjeux de sédentarité et le fait que
ça déclenche à la fin des problématiques physiologiques, cardiovasculaires, etc., mais aussi du mal-être. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne bouge pas, psychiquement, psychologiquement, c'est problématique aussi. Moi, tu vois, je suis pas sûr. Alors, je sais pas si on est programmé génétiquement pour être actif. Ce qui est sûr, c'est que quand il n'y a plus de mouvement, c'est qu'on est mort. Tu vois, quand on regarde un petit peu un homme qui meurt, vraiment... oui, la vie, c'est le mouvement, c'est ce que tu disais. Et ouais, l'électrocardiogramme, quand il est plat comme ça, quand il n'y a plus de mouvement, c'est qu'on est mort. C'est vrai quand même, génétiquement, on est quand même... Si tu veux, on est très proche génétiquement du chasseur-cueilleur, donc qui remonte à très très loin. Donc on est très proche génétiquement, on a très peu évolué. Et la vie d'un chasseur-cueilleur, c'était du mouvement, j'ai plus le nombre d'heures en tête, mais c'est énorme. Aujourd'hui, en France, on est à 20 minutes en moyenne par habitant de mouvement. Dans les années 50, c'était 4 heures d'activité physique. Activité physique, ça peut être aller chercher l'eau au puits, se déplacer en vélo. On était à 4 heures dans les années 50, on est à 20 minutes aujourd'hui. Donc, sur une échelle de temps minuscule. Et pourtant, génétiquement, c'est le professeur Carré, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui travaille beaucoup là-dessus. Génétiquement, on a très peu bougé, donc on a les mêmes besoins, quelque part, notre corps a les mêmes besoins pour bien fonctionner biologiquement. Et pourtant, donc même si on est les mêmes génétiquement, notre vie, notre contexte de vie a radicalement changé. C'est presque dans un zoo, comme si on prend, un lion, un animal qui... Quoique le lion, il dort beaucoup, mais un animal qui est très actif, on l'enferme dans une cage de 2 mètres sur 2, il va être en souffrance, cet animal. Et nous, on s'impose ça à nous-mêmes. Je suis d'accord, hein, mais en fait, je crois que être vivant, c'est être en mouvement, ce qu'on disait finalement tout à l'heure. Et toi, moi, je suis un fan de Spinoza, il y a Nietzsche aussi qui disait que moi, je crois qu'on est programmé pour augmenter sa puissance d'agir, en fait. Et que pour ce faire, il faut être en mouvement. Et que c'est quand tu augmentes ta puissance et que tu le perçois et que tu le penses que tu vas bien. Et on le voit au boulot. Toi, à un moment donné, quand on peut s'ennuyer en tant que prof de collège, de lycée, puis enfin, peu importe, quel que soit le métier, à un moment donné, dès qu'on ne perçoit plus d'augmentation de puissance, on meurt à petit feu, en fait. Quand on est trop dans l'habitude, quand on ne sait plus trop pourquoi on fait les choses, c'est là qu'on meurt. Je crois qu'on est fondamentalement programmé, on a tous envie d'augmenter sa puissance, en fait, sa capacité à dire, à faire ou à penser. Et pourquoi je te lance là-dessus? Parce que si on a envie que demain, l'école du futur, elle aille vers plus de care ou plus de fraternité, je crois que toi, faut qu'on arrive à montrer aux élèves et aux profs que si on prend cette direction-là, on va augmenter notre puissance d'agir, collectivement, individuellement. Je crois que c'est ça le moteur. Je sors un petit peu du cadre, mais l'écologie, toi, moi j'ai vu que on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé d'écologie, mais tu es soucieux aussi de cette question-là. On n'a pas envie d'aller, les ressources sont limitées. Dès qu'on parle de décroissance, ça fait peur, parce que décroissance, c'est associé à une réduction de puissance d'agir. On n'a pas envie d'y aller pour ça. On n'a pas envie de réduire nos modes de vie, etc. Sauf que nous, si on arrive à leur montrer que plus de care, plus de fraternité, enfin quand je dis nous, c'est pas que tous les deux, mais je crois que l'enjeu demain, c'est de montrer que plus on est dans le care, ou plus on est dans la fraternité, plus on va s'augmenter, plus on va être meilleur ensemble, individuellement, collectivement. Et comme tu l'as très bien dit, je crois, avec Darwin, c'est que souvent on associe l'idée que c'est les plus forts qui survivent, sauf qu'il n'a pas montré que ça, il a montré surtout que c'est les gens qui coopèrent le plus, le mieux, qui survivent. L'espèce qui survit, c'est celle qui coopère, et qu'on a tout intérêt à aller dans cette direction-là, sinon ça va mal se passer pour le genre humain, j'ai envie de dire, quoi. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'ici. C'est-à-dire que tous les généticiens, les évolutionnistes qui ont suivi Darwin, hein. Il y a Martin Nowak qui est très renommé, il a montré avec des modèles mathématiques, enfin des choses que je ne maîtrise pas, mais des choses très puissantes, qu'effectivement le levier de l'évolution humaine, c'est beaucoup plus la coopération. Celui qui se survit mieux et qui se reproduit mieux, c'est les deux leviers de la sélection naturelle, c'est l'individu qui va coopérer avec les autres. Et celui qui est en compétition, à très court terme, peut-être qu'il va peut-être mieux survivre, mais tôt ou tard, ça va poser problématique dans le groupe, et ce groupe ou cet individu va décliner. Alors que les sociétés, on voit bien, chez l'humain, les sociétés sont de plus en plus grosses, de plus en plus complexes, ce qui pose des problèmes. On coopère à des échelles très très larges, et le mouvement de l'humanité, il est comme ça. Disons que la coopération ou le care, enfin moi, ce que j'appelle le care, c'est bon pour le plus grand nombre. Voilà, en fait, c'est ça, pour le plus grand nombre, quoi. On revient à des choses toutes simples, mais le fameux dicton,
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Cette puissance d'exister, elle est collective. Tout seul, elle n'a aucun sens. Et pourtant, le capitalisme aujourd'hui nous invite quand même, enfin le capitalisme, c'est un peu un raccourci, mais on nous invite plutôt à regarder notre compte bancaire, nos propres richesses, indépendamment les uns des autres. Et ça, c'est ça l'impasse, quoi. Bon. Donc je te rejoins totalement. C'est collectivement, tout doit être conçu plus collectivement, sans s'en revenir non plus à des extrêmes. Ce sera dans l'intérêt de tous, en tout cas du plus grand nombre. Mais bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu. Voilà. Les extrêmes, c'est encore une fois Morin qui montrait ça. L'excès de fraternité, ce triptyque qui est en opposition. L'excès de fraternité, il y a des dérives. Dérives, on veut imposer en force la fraternité, enfin l'égalité plutôt. Ça ne marche pas, c'est les écueils du communisme qu'on connaît bien. Le libéralisme à tout craint, ça ne marche pas non plus. De toute façon, on a tout de suite passé au néolibéralisme, on essaie quand même un peu de réguler, mais pas dans une dérégulation totale. En fait, ce qui est bien dans ce triptyque, c'est qu'on est sur un équilibre entre des pôles. Il faut trouver finement cet équilibre. Et aujourd'hui, peut-être que justement, l'équilibre est un peu rompu. On est sur la liberté individuelle, chacun doit faire ce qu'il veut, quand il veut, accumuler les richesses pour lui-même en son nom. Et là, on est peut-être dans une dérégulation, quoi. Bien sûr. Un déséquilibre. Pas plus heureux pour autant, quoi. Enfin, on voit bien que ça ne rend pas les gens plus heureux que de fonctionner comme ça. On est de plus en plus malheureux. En France, on est des populations les plus malheureuses dans les sondages d'opinion. Je crois même qu'en Haïti, ils déclarent plus heureux que nous. Alors que financièrement parlant, en termes d'argent, on serait au-dessus, entre guillemets. Ça rejoint exactement ce que tu disais. Oui, c'est dans la relation à l'autre, la qualité de la relation à l'autre qui fait le bonheur. Bon. L'accumulation individuelle des richesses ou des performances. Bon. Écoute, je te propose qu'on en reste là. En tout cas, je conseille à tout le monde de lire ton livre, L'école du futur. Voilà, j'ai adoré. Je te remercie. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt.